Bon, c'est le premier flop que je fais sur la chaîne, et en vrai c'était pas si simple. Bonjour à tous, et voilà, on y est, c'est la fin de l'année, et on va passer au top et au flop de 2018. On commence avec les flops, faut savoir que les tops devraient arriver très rapidement. Faut encore que je monte la vidéo, mais peut-être demain. Et ça me fait forcément plaisir de reparler de tous ces films. Hein? J'ai été 116 fois au cinéma en 2018, donc ouais, des merdes, j'en ai vu. Mais même avec tout ça, c'était compliqué d'en choisir 10. D'en choisir 10 qui sont vraiment mauvais. Alors je le précise aussi, mais je me dois de vous expliquer comment est-ce que j'ai constitué ce flop 10. Je ne me base pas que sur la mauvaise qualité du film. C'est une sorte de calcul dans ma tête qui va prendre en compte le degré d'attente généré par le film, ses résultats au box-office, et bien sûr aussi sa mauvaise qualité. En résumé, vous attendez pas à voir des films dans mon flop comme The Passenger ou encore Skyscraper, qui sont des longs métrages de 1 totalement osef et en plus de ça qui n'avaient pas généré non plus d'énormes attentes, donc peu de déception, et ce qui fait qu'ils ne sont pas dans mes flops. En fait mes flops c'est en quelque sorte des pétards mouillés. On va aussi revenir sur tous ces films de manière assez rapide parce que je les ai déjà quasiment tous critiqués, et si vous voulez avoir un avis un peu plus précis, je vous renvoie tout naturellement vers les vidéos critiques concernées. Je précise aussi qu'il s'agit des films que j'ai vus cette année, vous en avez peut-être vu d'autres, vous avez peut-être vu d'autres films encore plus mauvais, mais voilà, c'est un flop qui a été fait avec les films que j'ai vus, et j'en ai quand même vu 116. Et d'ailleurs, pour mettre un petit peu de suspense pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, sachez qu'Ala 2 et Taxi 5 ne sont même pas entre les places 1 et 5. Le suspense est à son comble. Bon allez, trêve de bavardage, on commence avec la 10e place, et elle est pour Venom. What the hell are you? We are Venom. Alors Venom, on en a déjà beaucoup parlé, que ce soit dans ma vidéo critique ou alors dans mon top Marvel DC 2018. De manière un peu étonnante, ce long métrage super-héroïque a pas mal plu alors qu'il s'est fait détruire sur YouTube et par la critique presse. Les notes sur Rotten Tomatoes, les notes sur Metacritic, etc. Le film s'est fait démonter, mais il a plu. Et bon, quand on voit la pauvreté du truc, à quel point il s'est fait charcuter et ne tient pas debout, c'est pas la chose la plus simple à comprendre. C'est un film que j'aurais mis bien plus haut dans ce classement, mais ouais, force de constater que Venom a été un gros succès au box-office. Ça a fait des chiffres à la Spider-Man Homecoming, ça a même fait mieux que les Amazing Spider-Man, enfin bon, ça a vraiment dépassé toutes les attentes de Sony. Et au vu des chiffres de Venom, nous verrons bien une suite arriver dans les prochaines années. C'est dommage parce que j'aurais personnellement bien aimé que Disney et Marvel récupèrent les droits de Venom pour faire leur Venom dans le MCU, mais bon là, c'est mal barré. On passe à la 9e place, et elle est pour The Predator. We may die. We're still here. So come and get us, motherfucker. The Predator, c'est un peu bizarre, mais c'est un film que j'ai boycott cette année. Il y en a pas eu beaucoup, mais pareil, Robin des Bois, c'est un film que volontairement je n'ai pas été voir. Je l'ai vu il y a une semaine, et je mets quand même Predator dans ce flop, parce que voilà, c'est un grand nom du cinéma, et voir ça, ça fait mal où je pense. The Predator, c'est le film qui m'a totalement laissé indifférent, je pense qu'on va l'oublier très vite. C'est hyper fade, c'est un film qui se veut drôle et qui ne va pas l'être. En plus de ça, c'est un échec au box-office, c'est un film qui a coûté 88 millions de dollars, et si on rajoute les frais marketing, ça monte à 100 millions, voire plus. Et le film a rapporté 160 millions de dollars, donc ouais, même à ce niveau-là, c'est un petit peu osef, ça a pas rapporté grand-chose. C'est dommage d'ailleurs parce que le casting était cool, avec notamment Boyd Holbrook, qu'on avait d'ailleurs vu l'année dernière dans Logan, Rhodes dans Moonlight, le petit Jacob Tremblay qui était dans Wonder, et même Alfie Allen de Game of Thrones par exemple. Et je sais pas c'est quoi ce délire du moment de vouloir faire des super Predators, des super Raptors dans Jurassic World 2. Pokémon aussi, maintenant on a des méga évolutions. Enfin voilà, ça me laisse pensif, et pour revenir à The Predator, aussitôt vu, aussitôt oublié. 8e place, et elle est pour Tomb Raider. Put it down! It's your finger that's pulling this trigger. You messed with the wrong family. On n'allait pas passer à côté, mais ouais, un flop par défaut est constitué d'une mauvaise comédie populaire, d'un mauvais film de super-héros et d'une adaptation de jeu vidéo. Donc ouais, quand t'essayes de redonner vie à ce personnage de Lara Croft sur grand écran, qui est l'un des personnages les plus populaires de l'industrie vidéoludique, et qu'en plus de ça, tu chopes Alicia Vikander, actrice oscarisée, pour jouer le rôle de Lara Croft, et qu'au final, pareil, tu te retrouves avec un truc vraiment peu inspiré, qui dépasse à peine les chiffres box-office du premier Tomb Raider, et ouais, ça finit dans les flops. Jetez-vous plutôt sur les
derniers jeux vidéo qui en valent bien plus la peine. D'ailleurs, c'est dommage de ne pas avoir repris la direction artistique des jeux vidéo qui avait quand même plus de gueule. C'était plus dark, plus sombre, il y avait quand même une vraie identité. Là, c'est hyper fade, et par contre, oui, le film reprend beaucoup de scènes du jeu, quasiment plan par plan. Les personnages secondaires ne servaient à rien, Walton Goggins était un méchant bien plus que cliché. Il y a des incohérences, il y a des choix de personnages à la con, il y a un cahier des charges à respecter. On sent qu'il a fallu caser tous les éléments phares du jeu, dont le piolet, et j'en avais parlé dans ma vidéo, mais il tombe totalement du ciel, mais il fallait qu'il soit dans le film. À la fin, on t'annonce clairement une suite, mais bon, je doute qu'on la voit arriver un jour. On passe à la 7ème place, et on va retrouver Taxi 5. Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Et on va faire un truc, je vais vous donner directement la 6ème place, comme ça on va en parler ensemble. Donc 6ème place, et je pense que vous l'avez compris, mais il s'agit d'Ala 2. Moi aussi, je vois un lampe magique. Bienvenue au marché noir. Il y a que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment? Donc ouais, on va parler de ces deux films ensemble parce que j'ai pas envie de me répéter. Si vous suiviez la chaîne avant cette vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait 2 grosses critiques sur Taxi 5 et Ala 2. En additionnant les vues de ces 2 vidéos, à l'heure actuelle, on en est quasiment à 800 000 vues. Et donc, vous savez bien ce que je pense de ce genre de film, ça fait mal. Faut savoir que ouais, le sujet, le cinéma français, etc., ça m'intéresse, et j'aime bien que les choses soient récompensées au mérite. Et quand je vois ce genre de long métrage faire des millions d'entrées, et réussir à avoir des financements ultra facilement pour les produire, alors que de l'autre côté vous avez des auteurs qui galèrent pour avoir des financements et faire leurs trucs, qui ont envie de faire du cinéma, qui ont de grandes idées, etc., et bah ouais, ça fait chier. Donc oui, pour moi et pour ma chaîne, Taxi 5 est et restera une grande étape. C'est la vidéo qui, oui, m'a mis en quelque sorte dans la lumière, dans le monde de la critique cinéma sur YouTube. Quand je suis sorti du visionnage du film, je me rappelle très bien, c'est comme si c'était hier, et bah j'étais pas bien. J'étais pas bien de voir tout cet engouement autour du film, de savoir que ça allait faire 3 millions d'entrées, et ça en valait, ça en vaut pas la peine, c'est pas normal. Et le résultat, bah, c'est que j'ai pris bien plus de temps pour écrire ma vidéo. D'ailleurs, je savais même pas comment structurer ma pensée. Du coup, mon texte, je l'avais fait sous forme de bullet point, et je pense que ça a donné pas mal de rythme à la vidéo, donc c'était pas mal. Et j'ai voulu dire ce que j'avais sur le cœur. Ça a été fait de manière un peu virulente, et d'ailleurs, je n'ai pas revu la vidéo, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Elle a tapé les 200 000 vues en un peu plus d'un mois et demi, et est devenue bah, ma vidéo déjà la plus vue, mais aussi la vidéo critique la plus vue de YouTube sur Taxi 5, et je pense qu'en la revoyant, je pourrais ne pas forcément en accepter la forme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette critique, elle a bien été faite par moi, elle a été faite avec mon cœur, avec mes tripes, j'ai dit pas mal de choses que j'avais au fond de moi depuis pas mal de temps, et ça a donné cette vidéo. Pour Ala 2, en soi, le fond était similaire, mais cette fois-ci, j'ai voulu m'éclater en faisant la vidéo. Elle m'a demandé du temps, de l'argent, de la préparation, mais j'ai tourné sur les toits de Paris et je me suis éclaté. On en reparlera très vite dans les mois qui arrivent, mais voilà, pour revenir au film, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Pourquoi Taxi 5 devant Ala 2? Parce que je reste convaincu que Taxi 5 y avait quand même de bonnes intentions. Là où Ala 2, on est dans le foutage de gueule complet et dans le stéréotype du projet fait pour ramener des thunes. Ala 2 a aussi moins marché que Taxi 5 au niveau du box-office et même au niveau de la critique. Si on regarde la note d'Ala 2 sur Allociné, la note spectateur est de 1.1 sur 5 et de mémoire, je pense que je n'ai jamais vu ça. Donc voilà, ils sont 7ème et 6ème et vous pouvez vous demander tout naturellement pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus haut dans ce flop, mais c'est surtout une question d'attente et au vu des premières bandes annonces, on savait déjà que ça allait pas être ouf. Les longs métrages que j'ai classés plus haut sont soit des déceptions, ou alors on est dans le crash au box-office plus foutage de gueule. On va s'en arrêter là pour Taxi 5 et Ala 2 et on en reparlera bientôt. Numéro 5, et là c'est certainement le choix de ce flop le plus subjectif, mais il s'agit de Millennium, ce qui ne me tue pas. Now the world will burn, and everyone will know it was you who did the magic. Gros flop. Quand je dis qu'il s'agit certainement de mon choix le plus subjectif, bah ouais, en fait ça se rapporte beaucoup à mon passé. J'aime beaucoup la trilogie suédoise de Millennium et j'aime beaucoup aussi le film de Fincher. Et donc ouais, quand je vois qu'un nouveau Millennium va arriver en 2018, et bah mine de rien, j'ai une part de moi qui attend le film, même si de l'autre côté, j'ai 2 grosses craintes. J'avais déjà de grosses craintes par rapport à la situation du projet, est-ce que ça allait être un reboot ou une suite, on savait pas trop. Et ouais, pour ce nouveau changement d'actrice, pour Lisbeth Salander, qui est cette fois-ci interprétée par
interprétée par Claire Foy. J'en avais déjà parlé dans mes critiques de Paranoia et de First Man, mais j'avais hâte de voir Claire Foy en Lisbeth Salander, de la voir porter le costume. Et putain, quel raté. Que ce soit le film, mais aussi le personnage de Lisbeth, qui est la version la moins bonne des 3 actrices qui l'ont interprétée. Je me souviens d'avoir vu un truc mais totalement insipide et je m'étais fait chier mais comme rarement au cinéma cette année. Et pour en rajouter une couche, le film a coûté 43 millions de dollars, sans compter les frais marketing. Et il a rapporté 34 millions de dollars de recettes. Déjà c'est peu, mais en plus de ça, bah ça en fait un film à perte. Donc ouais, c'est très subjectif comme classement, mais on va pas se mentir, c'est un gros flop. On passe à la 4ème place, et elle est pour 50 nuances plus claires. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. Oh, I love your precious heart. Alléluia, c'est terminé. Mais quelle saga de merde. Oh là là. Vous savez, il y a un truc qui a été assez révélateur concernant le film cette année, c'est que j'avais totalement oublié qu'il était de 2018. J'avais été voir les 2 précédents au cinéma, mais alors là, celui-ci, je n'y avais pas été. Et je me suis retrouvé au cinéma avec Critique Masqué et David Filmtalker. On s'est retrouvé au cinéma pour aller voir Aquaman ensemble, et c'est Critique Masqué qui m'a totalement rappelé que le film était de 2018. Que 50 nuances plus claires était bien sorti cette année, mais pas l'année dernière comme je le pensais. C'est dire à quel point ça me paraît déjà loin, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas. Donc voilà, c'est une saga qui est mauvaise. À la limite, dans le premier film, on pouvait y voir 2-3 trucs intéressants. Tout le mystère qu'il y avait autour de la chambre rouge avant de la découvrir. Dans le second opus, on avait cette scène qui était intéressante, où Christian Grey arrivait à imposer sa domination à Leila qui était venue menacer Anna. Mais alors, le 3e film... rien. Christian est toujours aussi flippant et je comprends pas qu'il y ait des filles qui ont réussi à mouiller sur lui. Alors dans celui-ci, qu'est-ce qu'il nous sort de beau? Il ne veut pas d'enfant avec Anna car il ne veut pas la partager. Elle n'a pas le droit d'être en bikini, elle n'a pas le droit de parler à un autre homme. Elle a l'obligation de se faire appeler Anna Grey au taf. Elle ne peut pas passer une soirée avec ses amis sans avoir 400 appels en absence. C'est hyper flippant. Et sinon à part ça, c'est toujours le festival de la musique commerciale placé durant les scènes de baise. Scénaristiquement c'est hyper vide, c'est une compétition de répliques ridicules. C'est cadeau, on va se repasser celle-ci. Viens dîner avec moi. Ok, je veux bien dîner avec toi ce soir. Parce que j'ai faim. Enfin voilà, vraiment ça résume le niveau du truc. Et sinon au box-office, chaque opus a moins bien marché que le précédent, donc voilà, tout le monde s'en est foutu de plus en plus petit à petit. C'est déjà oublié pour beaucoup de personnes, y compris moi, et c'est mieux comme ça. Ah oui, et c'est vrai, à la fin du film, on va nous repasser des images fortes des précédents films, tous les moments forts de la relation entre Christian et Anna, sauf que ça se voit à l'écran que les 2 acteurs ne pouvaient pas se piffrer. Il y a eu beaucoup de problèmes durant les tournages, et ça se voit à l'écran que ces 2 acteurs ne s'aimaient pas, il n'y avait pas d'alchimie. Et donc ouais, bah ce putain de finale, et bah ça le rendait encore plus ridicule. Enfin bon, soit, passons. Numéro 3, on entre sur le podium, et je pense que celui-ci, beaucoup de personnes l'ont déjà oublié, mais il s'agit de Downsizing. That is wild, isn't it? It's just wild. Alors lui, autant il n'y avait pas une énorme attente autour du film, mais il y avait quand même ce petit espoir et cette petite attente autour de son concept. C'était porté par Matt Damon et par Christoph Waltz au casting. Tout ça plus un concept super intéressant autour de la surpopulation et donc de ces humains que l'on va rétrécir. Mais pareil, budget 68 millions de dollars sans compter le budget marketing. Recette 55 millions de dollars. J'ai peu de souvenirs concernant le film parce que de mémoire, je me rappelle qu'il essayait de faire plein de choses et donc au final il ne faisait rien. C'était à la fois une comédie dramatique et dans sa seconde partie le film s'est transformé en romance et en plus de ça il y avait pas mal de messages cachés qui étaient un peu chelous donc ouais c'était chiant. Et je pense que oui le film aurait pu ou dû vraiment se focaliser sur le dilemme d'origine. Est-ce que l'on est prêt à se sacrifier, à quitter notre monde, à quitter notre échelle pour avoir plus d'argent? Mais non, le long métrage va commencer à raconter un petit peu tout et rien, j'ai peu de souvenirs, je me souviens surtout d'une scène. Je sais pas pourquoi mais c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène de la soirée chez Christoph Waltz avec Matt Damon qui va finir totalement bourré ou drogué. Et je me souviens de cette scène parce que il me semble qu'elle était anormalement longue et en plus de ça j'arrêtais pas de me demander qu'est-ce que ça apportait au film et pourquoi est-ce qu'elle était si longue. J'ai jamais eu cette réponse et je pense que la scène était totalement osef comme l'est le film. Donc voilà, Downsizing c'est un film qui a généré une petite attente grâce à son concept et son casting aussi, mais voilà c'est un film qui s'est totalement cassé la gueule que ce soit commercialement et artistiquement. Et donc il nous en reste 2. Et je pense que sur les 2, vous en avez déjà un en tête et il s'agira de celui-ci pour la seconde place. Il s'agit de Solo, A Star Wars Story. I'm a driver and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think?
Well, what do you know? Alors, Solo. Faut savoir que là, en tournant cette vidéo et en parlant des autres films, je me suis demandé à plusieurs moments si j'allais pas intervertir la première et la deuxième place. Parce que Solo a été un naufrage commercial assez ouf, et c'était attendu par Disney. Un si gros naufrage que Disney a dû revoir tous ses plans concernant la saga. Il voulait continuer à sortir des films tous les ans, il y avait des spin-offs qui allaient arriver, il y avait Boba Fett, etc. Tout a été, à cause de Solo, jeté à la poubelle. Et ouais, Boba Fett, si vous ne le savez pas, Boba Fett a été annulé. Ils ont compris que le fait de sortir un film tous les ans était en train de créer, de 1, une lassitude, et de 2, c'était en train de totalement banaliser la licence Star Wars. Solo avait tout pour être premier de ce classement, parce que bon, en termes de flop, on est quand même très bien. Mais s'il n'est pas à la tête de ce classement, c'est parce que malgré tout, et malgré tous les problèmes que le film a rencontrés, les changements de réalisateurs, etc., et au niveau de la qualité du film, c'était pas la catastrophe attendue. Mais force de constater que Solo reste tout de même totalement inutile. Que vous soyez fan de Star Wars ou non, vous n'avez rien raté si vous êtes passé à côté de Solo. Disney n'a même pas cherché à repousser le film. Ron Howard, qui était le dernier réalisateur, le réalisateur officiel en gros, a dû retourner 80% des scènes. Donc ouais, au niveau du portefeuille pour Disney, ça a fait mal. De toute façon, ils ont trop de thunes. Mais ouais, ils n'ont pas cherché à repousser la sortie du film, ils s'en sont totalement débarrassés. Qu'importe ce que ça allait rapporter, le but c'était vraiment d'arrêter d'injecter du pognon dans ce projet. Il est par contre totalement osef et représente une grosse déroute commerciale pour la firme aux grandes oreilles. Et pour un métrage sur l'univers Star Wars, et malheureusement c'est une grande première. Et nous arrivons à la première place, est-ce que vous l'avez? Pour faire durer un petit peu le suspense, je vais vous donner mon flop 1 de 2017, parce que j'avais pas fait de flop il y a un an, mais mon flop 1 de 2017 était Power Rangers, et pour 2018 peut-être que vous allez y voir quelques similitudes, mais mon flop 1 de cette année est Pacific Rim Uprising. Now let's get it done. That's what I'm talking about. Je suis un peu nostalgique parce qu'on retrouve dans mon flop Tomb Raider et Pacific Rim, qui font partie des films avec lesquels j'ai commencé à faire des critiques. On avait commencé très fort. Donc ouais, Pacific Rim, parce qu'au-delà d'être mauvais, voire même très mauvais, on était aussi tombé totalement dans le nanar. Alors oui, déjà, passer après le premier volet et la claque artistique que nous avait offert Guillermo del Toro était une tâche qui n'était pas simple, voire même très dure. Je suis pas un énorme fan du premier film, mais par contre je reconnais que la direction artistique et la BO étaient au top. Mais du coup, dans celui-ci, dans Uprising, tout ce qu'il y avait de bien dans le premier volet a totalement disparu. Pas de BO marquante, pas de direction artistique, pas de réalisation intéressante. Dans Pacific Rim premier du nom, on avait tout ce travail sur la grandeur où l'on filmait l'action du point de vue des piétons. Ainsi, dans Uprising, on avait ça, cette espèce de money shot bien dégueulasse. Le scénario était décousu, on avait des choses pas cohérentes. Boyega qui se fait arrêter et qui va devenir entraîneur de Jaeger pour les plus jeunes. Les personnages étaient tous mal branlés, on avait encore Boyega avec son discours ridicule. On avait aussi cette actrice Adriana Arjona qui était là pour jouer un cul entre deux mecs. Il y avait aussi Scott Eastwood dans le film, mais bon, quand il est là, tu peux déjà être quasiment assuré que tu vas finir dans un flop. On est quand même passé d'Idris Elba et Charlie Hunnam à Scott Eastwood. Et vraiment, je crois que je l'ai pas revu au cinéma depuis, mais faut pas lui donner des rôles à si grande exposition. Il est pas bon. Et niveau box-office, le film a rapporté 100 millions de moins que le premier. Ils ont clairement annoncé une suite, mais bon, vu la connerie artistique et commerciale que ça a été, ça n'arrivera pas non plus. Donc ouais, Pacific Rim Uprising, le petit nanar de 2018, rien d'intéressant. Tout ce qu'il y avait de cool dans le premier a disparu. Ah si, on avait de l'humour en plus, mais bon, c'était très mauvais et c'était très gênant. Donc ouais, nul. Nul. En tout cas, voilà, vous avez mon flop 2018, c'est enregistré, ça restera comme ça. J'espère que vous avez bien mangé à Noël et que, comme moi, vous n'avez pas pris 3 kilos. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est votre flop de l'année? Quels sont les films que vous avez le plus détestés? Dites-moi aussi si vous êtes d'accord avec les miens et au contraire si vous n'êtes pas d'accord aussi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner pour les nouveaux. Et quant à nous, on va se retrouver très rapidement pour mes tops de l'année qui devraient arriver demain. Le sujet sera plus joyeux, on va revenir pour parler des meilleurs films de l'année. Donc, salut à tous, à très vite.